Amis téléspectateurs, amis de l'éducation, bienvenue dans cette émission Dossier de la rédaction. Dossier de la rédaction se penche séjour spécialement sur un secteur plus important, l'éducation. Le secteur de l'éducation, vous le savez, 30 avril, journée mondiale de l'enseignement, et les enseignants, c'est eux qui donnent la formation de base à nos enfants, c'est eux qui ont fait que nous soyons ce que nous sommes. Et ça fait partie de l'éducation. Mais aussi, non seulement la journée 30 avril, journée de l'enseignement, mais aussi c'est la semaine mondiale de l'éducation. Et pour en parler, il y a eu récemment à Dakar, au mois de février, la conférence internationale sur le financement de l'éducation. Vous savez que l'État congolais a pris un engagement et le chef de l'État, le président de la République, a fait de l'éducation sa priorité. Et pour aborder toute cette question, nous avons des personnalités, des experts dans le secteur de l'éducation qui ont le mot juste pour en parler. Nous ne sommes que des personnes qui posent des questions. Alors, pour aborder cette question des objectifs des millénaires, les engagements, la conférence internationale sur l'éducation, tout ce qui tourne autour de l'éducation et son financement, nous avons reçu sur ce plateau deux personnalités ou deux personnes. Vous avez M. professeur Valère Moussia, si j'ai massacré votre nom, vous allez me corriger. Il est expert, secrétaire permanent d'appui à la coordination du secteur de l'éducation. Bienvenue, professeur. Merci. À côté du professeur, il y a M. Jacques Timbalanga. Il est coordonnateur de la coalition nationale de l'éducation pour tous. Si j'ai massacré les noms, vous allez me corriger. Bienvenue, Jacques. Merci. Bonjour à vous. Mais pour aborder cette question, nous avons des confrères journalistes, membres du réseau. Et il y a Benoît Mougaï. Il est en même temps coordonnateur du réseau, mais aussi journaliste à CMBDJ. Donc ici, il vient à double titre en tant que coordonnateur du réseau de professionnels des médias pour l'éducation, mais aussi comme journaliste. Il est à ma gauche. À ma droite, nous avons Dorcas Makindou. Irène Makindou. Non, mais aujourd'hui, je constate que je massacre les noms. Mais bon, pardonnez-moi. Irène Makindou, journaliste à RTVSR. Merci. Bienvenue. Merci. Derrière nous, nous avons Monsieur Constantin Tamboué. Oui. Constantin Tamboué. Il est journaliste à Biwan. Merci. Oui, bienvenue Constantin. Merci. Nous avons Jean-Paul Moudiaï, il est à Congo Web. Jean-Paul Moudiaï, bienvenue. Et Théodore Ngandou, journaliste à Géopolis. Avec ses confrères, nous allons essayer d'aborder cette question de financement de l'éducation et ce qu'on appelle objectif de développement durable ODD 4. Professeur, dites-nous c'est quoi finalement? Mais avant de commencer, je vous remercie d'abord, vous tous journalistes, parce que la question de l'éducation, effectivement, doit nous mobiliser tous. Nous sommes tous concernés. Nous avons nous-mêmes bénéficié de l'éducation. Nous avons des enfants qui vont à l'école, etc. Donc c'est un problème qui doit nous mobiliser tous. Il faut peut-être situer les choses dans leur contexte. Nous avons eu, enfin notre pays a souscrit, a ratifié des textes internationaux. Le premier d'entre eux, c'est celui qui a défini les objectifs des millénaires, donc des OMD, qui sont arrivés à échéance en 2015. Ces objectifs ont été relayés par les objectifs de développement durable, les ODD, et ces objectifs sont déclinés en politique nationale. Politique nationale, vous avez parlé de chantiers, etc. Par exemple, c'est un des piliers, l'éducation est un des piliers majeurs de notre politique nationale. Et donc, quand on a des objectifs, il faut dire comment vous allez y arriver. Il faut voir comment vous allez y arriver. Et donc, il faut donc mettre en place des stratégies, etc. et planifier, etc. Pour pouvoir, et une fois qu'on a planifié, ça ne suffit pas, il faut de l'argent. Il faut trouver les moyens pour pouvoir justement réaliser ces activités qui vous permettent d'atteindre donc les objectifs fixés.
Et donc, quand on regarde tout ça, il faut donc des moyens. Alors, l'ODD 4, puisque c'est de ça qu'il s'agit, il faut peut-être que je le reprenne in extenso, c'est d'assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. L'objectif de l'ODD 4, c'est un objectif spécifique dédié à l'éducation, mais il fait partie d'un ensemble, il fait partie de l'ensemble des ODD qui sont au nombre de 17. Ces objectifs ont été, si vous voulez, adoptés par l'Assemblée des Nations Unies le 25 septembre. Quel est l'objectif global à travers lequel se déclinent tous ces 17 objectifs? Il s'agit notamment de lutter contre la pauvreté, de lutter contre les inégalités et l'injustice, et de faire face au changement climatique d'ici à 2030. Donc il y a l'agenda 2030. Voilà donc les objectifs mondiaux que notre gouvernement a ratifiés, auxquels nous avons souscrit. Et donc, par rapport à ça, il nous faut des moyens. Il faut donc des financements. Pour que ces moyens n'aillent pas dans tous les sens, notre gouvernement a adopté en 2016 ce que nous appelons la stratégie de l'éducation et de la formation pour la période 2016-2025. On va peut-être y arriver. Et donc, ce sont deux processus un peu concurrents parce que ce soit le processus d'adoption des ODD, que ce soit celui de l'adoption de la stratégie sectorielle de l'éducation, ils sont concurrents parce qu'ils se sont élaborés presque au même moment. Ils sont déjà adoptés presque au même moment avec un petit écart. Bon, maintenant, le premier exemple, quand l'ODD 4 a été adopté, alors que la stratégie avait été adoptée quelques temps auparavant, il a fallu donc faire un exercice de comparaison. Il fallait croiser donc ces deux documents essentiels pour pouvoir dégager les écarts et voir comment il fallait donc combler donc ces écarts. Donc une équipe a été mise en place, une équipe interministérielle a été mise en place pour pouvoir d'abord s'approprier les ODD, notamment l'ODD 4, et ensuite analyser donc l'ODD 4, et ensuite et puis poursuivre en essayant de mettre en parallèle la stratégie sectorielle et l'ODD 4 pour pouvoir voir la différence. Et donc on s'est rendu compte que, heureusement d'ailleurs, que les objectifs qui sont les sous-objectifs ou les objectifs intermédiaires que comprend l'ODD 4 avaient déjà été pris en compte dans la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Où était la différence? Où se situent donc les écarts? Les écarts se situent au niveau des cibles, c'est-à-dire que les cibles de la stratégie sectorielle, disons que les cibles de l'ODD 4 se sont avérées plus ambitieuses que l'ODD 4. Par exemple, nous avions par exemple prévu, en ce qui concerne l'éducation préscolaire, nous avions l'ambition d'arriver, disons l'échéance est 2025, à préscolariser au moins 15% des enfants. 15%. Lorsqu'arrive l'ODD 4, nous pousse à préscolariser tous les enfants. Par exemple, dans la stratégie, on avait comme cible de pouvoir poursuivre la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire, qui est d'ailleurs que notre constitution prévoit comme étant à la fois universelle et également obligatoire. Nous avions prévu donc de pouvoir poursuivre donc l'universalisation de l'enseignement primaire à l'échéance de 2025. Avec l'ODD 4, on va au-delà. On ne se limite pas tout simplement à l'enseignement primaire, donc la gratuité doit couvrir et l'enseignement primaire, mais également l'enseignement secondaire. Donc il faut assurer un enseignement de qualité à tous les enfants jusqu'à un niveau complet du cycle secondaire, par exemple. Donc pour dire que vraiment il y a eu un effort qui a été fait pour pouvoir essayer de rapprocher ces deux types d'ambitions. Voilà. Oui, Benoît va intervenir, Irène, mais avant d'arriver,
le gouvernement a pris part à Dakar, vous y étiez. Oui, j'y étais. On a pris un certain nombre d'engagements. Tout à fait. Est-ce qu'on peut s'assurer lesquels des engagements que le gouvernement a pris et qui pourraient être, qui peuvent se réaliser? Bon, il faut dire qu'avant d'aller à Dakar, l'équipe qui a été mise en place, l'équipe interministérielle qui a été mise en place et qui a été, si vous voulez, dont les travaux ont été conduits par l'Espace, a travaillé d'arrache-pied pour pouvoir... L'Espace, nous rappelons, c'est le secrétariat... C'est le secrétariat permanent d'appui et de coordination du secteur de l'éducation. Et donc, il essaie donc de coordonner techniquement 4 ministères, à savoir l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, le ministère de la formation professionnelle, métiers et artisanat, l'enseignement supérieur universitaire et l'éducation non formelle qui est située au niveau du ministère des Affaires sociales. Donc, je disais qu'avant d'aller à Dakar, cette équipe interministérielle a travaillé sous donc, la conduite du SPACE pour pouvoir proposer des engagements que le gouvernement devait prendre. Il y a donc tout un processus. Lorsque donc le ministre arrive, en fait le pays a été représenté à cette conférence par le ministre, son Excellence, Monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Gaston Moussemina Bongal. Voilà, son Excellence, Monsieur Gaston Moussemina Bongal. Il faut également indiquer que ce fut une conférence de très haut niveau parce qu'elle a été coprésidée par le président français Emmanuel Macron et par le président sénégalais Macky Sall. Et donc, il y a eu, et donc elle a réuni, cette conférence a réuni à la fois les États, mais également le secteur privé, les organisations bilatérales et multilatérales de finances, ainsi que la société civile, les syndicats, etc. Donc, voilà, donc ça avait donc réuni toutes les catégories de partenaires. Et donc, je disais, que fut donc ces engagements? Comme ce fut une conférence sur le financement de l'éducation, dont les engagements portaient essentiellement sur les financements. Les financements, donc, le gouvernement s'est engagé à pouvoir augmenter, accroître de manière significative la part de l'éducation qui est réservée dans le budget national, en ressources propres. Aujourd'hui, l'éducation est financée à hauteur de 19%. L'ambition, c'est d'ici 2020, c'est d'arriver à 23,5%. Mais également, en ce qui concerne le PIB, quelle serait la part de l'éducation dans le PIB? Aujourd'hui, il est situé à 2,5 à peu près, parce que bon, il faut indiquer qu'on a connu, on a traversé une crise financière internationale qui a été assez sévère, et donc ce qui fait que bon, il y a 2 ans, 3 ans, le taux de croissance de notre pays était situé entre 8 et 9%. Lorsqu'il y a eu augmentation assez abrupte du prix du pétrole, par exemple, et la baisse des matières, la baisse des prix des matières premières dont nous bénéficions également. Et donc, ce taux de croissance a été revu à chuter jusqu'à atteindre 2%. Aujourd'hui, on est en train de remonter un tout petit peu. Et donc, l'ambition maintenant, c'est qu'à l'échéance de 2020, que la part de l'éducation dans le PIB soit maintenue, atteigne et soit maintenue à au moins 3,1%. Bon, maintenant, quand je dis tout ça, c'est trop financier, c'est trop comptable. Exact. Maintenant, quels seraient les points d'application? Une fois, il faut vraiment prier le bon Dieu pour qu'il y ait vraiment cet accroissement financier. Une fois que nous avons cette manne, qu'est-ce qu'on va en faire? Quels sont les points d'application? Quelles sont les réformes? Parce que notre système éducatif doit être réformé. Exact. Et donc, la stratégie dont je parlais il y a quelques instants a pour objectif de transformer et d'améliorer notre système éducatif de sorte, comme objectif ultime, de sorte à améliorer la qualité des apprentissages. Parce que tout se joue dans l'école. On peut être expert que nous sommes, on peut être fonctionnaire, etc., au ministère de l'Éducation.
Tout cela converge comme dans un entonnoir vers la salle de classe. Exact. Parce que tout se joue dans la classe. Il faut que les apprentissages soient améliorés. Et donc, quels sont les points d'application? Quelles sont les réformes phares en ce qui concerne l'accès, en ce qui concerne la qualité et en ce qui concerne la gouvernance? En ce qui concerne la qualité, par exemple, le diagnostic a indiqué qu'un des facteurs majeurs qui fait que la qualité de notre enseignement baisse, c'est la formation des enseignants. En ce qui concerne l'accès, il faut envoyer tous les enfants à l'école. L'ambition, c'est d'envoyer tous les enfants à l'école. Toutes les filles et tous les garçons à l'école. Mais ça doit être une démarche intégrée. Je reviens d'une conférence à Nairobi sur l'éducation, où dans une de mes interventions, j'ai dit, écoutez, tout cela est bien, il faut envoyer tous les enfants à l'école. Il faut envoyer tous les enfants à l'école. Mais comment est-ce qu'on va envoyer tous les enfants à l'école si par ailleurs, il y a des guerres, si la démographie n'est pas maîtrisée, etc. Donc il faut ça donne une démarche intégrée qui dépasse le niveau de l'éducation. Donc il faut que ce soit, même, en tout cas, multisectoriel. Donc il y a donc des politiques. On a une stratégie qui a été mise en place pour pouvoir encourager, pour pouvoir promouvoir la scolarisation des filles. La stratégie est là. Au niveau de l'enseignement technique et professionnel, on est en train de finaliser la stratégie spécifique pour la formation, pour l'enseignement, la formation technique, etc. Donc voilà, il y a donc une série de réformes qui seront les points d'application de ce bonus qu'on va avoir, donc de cet argent, de cet accroissement, si vous voulez, des ressources qu'on espère. Oui, professeur, vous avez longuement parlé. Vous avez abordé beaucoup de questions, mais Benoît, vous avez une question à poser. Oui, nous avons beaucoup traîné avec le professeur qui a beaucoup exprimé ce qu'il avait comme matière à donner sur ce plateau, mais il y a aussi un invité, c'est le coordonnateur de la Coalition nationale de l'éducation pour tous. Il est de la société civile. Alors, vous êtes de la société civile, M. Jacques Chimbalanga, nous savons que la société civile est plurielle. Mais à ce qui concerne cette de l'éducation, pouvez-vous d'abord vous identifier pour que la population vous découvre et aussi expliquer votre rôle en tant que société civile de l'éducation? Bien, merci beaucoup Benoît et tous des collègues journalistes qui sont là. La Coalition nationale de l'éducation pour tous, en fait, c'est un mouvement de la société civile. Un mouvement de la société civile qui a comme rôle, comme objectif de promouvoir l'éducation, de défendre l'éducation, mais alors une éducation de qualité pour tous. Ça veut dire les enfants, mais également les adultes qui n'ont pas eu l'occasion de passer par l'école de manière à ce que dans ce qu'ils font, ils soient performants, efficaces et efficients. Et cette coalition est composée aussi bien à 4 piliers essentiels. D'abord, les enseignants qui sont représentés par leurs syndicats. Il y a également les ONG et associations des parents d'élèves, les ONG qui travaillent dans le secteur de l'éducation ou encore qui défendent le droit de l'enfant ou de la fille ou de la femme sont également dans ce pilier-là. Le troisième pilier, ce sont les chercheurs. Ça veut dire qu'il y a tout un réseau des chercheurs en éducation qui sont là pour produire une masse critique d'informations, produire des études, des enquêtes, de manière à servir de soubassement pour le travail de plaidoyer, car essentiellement, la coalition est une organisation de plaidoyer en faveur de l'éducation. Il y a également un 4e pilier qui est composé des hommes et femmes des médias qui, dans leur chaîne de télévision, stations de radio, dans leurs journaux, s'occupent du desk éducation. C'est en fait ça, la Coalition nationale pour l'éducation pour tous. Mais vous avez posé la question, quel est le rôle de la société civile? Je l'ai dit en passant, et c'est d'ailleurs un de leitmotiv de ce que nous faisons sur terrain. Et le professeur l'a dit tout à l'heure, que le gouvernement a pris des engagements, mais les citoyens expriment tous les jours ici le besoin. Quand vous allez à Ngandajika, quand vous allez au Kasaï central là-bas à Kananga, vous interrogez les gens, vous interrogez les parents, ils vous disent ce qu'ils veulent de l'éducation, ce qu'ils veulent
pour leurs enfants en matière d'éducation. Mais les enfants eux-mêmes aussi disent des choses en ce qui concerne l'éducation. C'est justement notre rôle que de porter la voix des communautés, des citoyens membres de la communauté nationale qui sont à la base, de les porter pour, en fait, les mettre à disposition de ceux qui prennent les décisions en matière d'éducation pour que la voix de ceux qui ne savent pas parler directement aux autorités soit entendue. C'est donc là notre travail. Faire le suivi, s'assurer qu'il y a un impact réel. On dit, par exemple, que bon voilà, nous voudrions que l'éducation soit gratuite et obligatoire. Et le gouvernement a pris l'engagement, par exemple, de faire en sorte que l'enseignement primaire et secondaire soit gratuit d'ici à 2030. Notre rôle maintenant, c'est d'interroger chaque fois le gouvernement. Nous sommes en l'année 2018 aujourd'hui. Ça a été adopté depuis 2015. Où en sommes-nous? Mais que les citoyens aussi se disent, voilà, nous ne sommes pas encore bénéficiaires de cette gratuité-là. Et notre rôle, c'est donc un rôle d'alerte, un rôle d'accompagnement, oui, mais dans le sens, justement, de faire en sorte que les besoins des communautés à la base en matière d'éducation soient justement rencontrés. Et donc, nous ne serons tranquilles que lorsque les besoins des communautés sont rencontrés, suivis, accompagner, servir de porte-voix, donc de courroie de transmission pour que toute notre société soit transformée à travers l'éducation. Permettez, M. Jacques Timbalanga, vous avez la parole. Hein, c'est votre... Excusez-moi de placer deux mots. M. Jacques Timbalanga, vous êtes de la société civile. Vous l'avez dit, le rôle, c'est le courroie de transmission. Accompagner le gouvernement, vous portez la voix de la base et vous portez aussi la voix du gouvernement. Mais ce que nous constatons, peut-être que c'est faux, je suis dans le faux, mais ce que nous constatons, généralement, la société civile ne dit pas ce que le gouvernement fait. La société civile que vous êtes, vous dites toujours, vous voyez de mauvais yeux le gouvernement et vous portez la mauvaise voix à travers le monde. Par exemple, nous avons appris qu'à Dakar, on a décidé de donner l'enseignement, l'éducation à la société civile, de financer la société civile pour surveiller ou je ne sais pas, je crois, faire le suivi de l'éducation dans le pays. Est-ce que vous affirmez ça? Non, mais je crois qu'il faut quand même rectifier un certain nombre de choses. Hein, il faut rectifier un certain nombre de choses. La société civile ne va jamais remplacer le gouvernement. Le gouvernement a son mandat, la société civile a son mandat. Nous sommes, comme nous l'avons dit, des porteurs de voix, des communautés. Et nous veillons à ce que... Est-ce que le gouvernement fait toujours vu de mauvais œil? Non, mais je crois que le gouvernement n'a rien fait de bien dans le secteur de l'éducation. Je crois qu'il ne faut pas transformer la société civile en opposition politique. La société civile, justement, je viens. Parce qu'il y a des ONG de la société civile qui voient de mauvais œil ou qui donnent de mauvaises informations dans un domaine comme dans un autre. Nous sommes dans le secteur de l'éducation. Je ne peux pas répondre à la place des autres ONG, d'autres organisations de la société civile, mais le travail que nous faisons, c'est un travail, justement, de la base au sommet et du sommet à la base, pour pouvoir faire en sorte que les droits des citoyens à l'éducation, et donc notre travail, c'est de dire que si ça ne va pas, on doit le dire, c'est le travail de la société civile, sinon l'autorité ne saura jamais que ça ne marche pas. Mais c'est aussi, lorsque ça marche, ça marche. Quand ce qui est rouge, est rouge. Ce qui est vert, est vert. Et donc, on ne pourra jamais dire le contraire de ce que nous constatons sur le terrain. Voilà. Oui, monsieur le coordinateur de la CONEPT, parce que vous étiez aussi aux assises de Dakar qui s'étaient tenues en fait à Sénégal. Quel est votre point de vue à propos des engagements qui ont été pris par le gouvernement congolais en faveur de l'éducation? Bien, je dois dire que dans les engagements que le gouvernement a pris à Dakar, mais il n'a pas pris ces engagements-là pour la communauté internationale, pas pour la consommation internationale, auquel cas, ça serait un catalogue de bonnes intentions pour la consommation internationale. Mais le gouvernement a pris ces engagements-là pour le bénéfice des citoyens membres de la communauté nationale. Ça, c'est ce qu'il faut d'abord préciser. Comment nous voyons les engagements que le gouvernement a pris? Il y a d'abord ce que nous disons, il y a des avancées, mais il y a également des points qui ont laissé, bien entendu, qui nous ont laissé sur la soif. Quelles sont les avancées en termes de financement? Parce que nous voulons véritablement être dans le secteur, dans le financement de l'éducation. Parce que vous le savez, on ne peut pas espérer
améliorer l'accès et la qualité à l'éducation si l'éducation n'est pas financée. Quelles sont les avancées, par exemple? Nous prenons. Le gouvernement a pris l'option d'améliorer la part du budget national alloué à l'éducation, de le porter à 23,5% du budget national. Ça, c'est une avancée quand on voit nous venons d'où. Voilà. Vous savez, ce pays, nous avions touché le plancher de 0,5% du budget national d'éducation, et ça fait ce que cela a fait, et nous tardons aujourd'hui. Plutôt, le pays a encore du mal à se remettre de cela. Quand nous sommes arrivés vers les années 2010, on a commencé à voir que progressivement, le budget de l'éducation a commencé à augmenter. On a quitté la barre de 7% jusqu'à atteindre 15-16% déjà les années de 2015. Il faut avouer que cette course-là avait continué. L'année passée, les dépenses de l'éducation avaient atteint jusqu'à 19%. En termes de dépenses, quand vous analysez le budget actuellement, le budget de l'année passée, les dépenses en matière d'éducation. Donc, quand maintenant on veut aller à 23,5%, c'est encore une avancée en termes de prévision. Je dis bien en termes de prévision parce que ce que l'on veut, l'on déclare, c'est toujours et aussi différent de ce que l'on fait sur terrain. Et nous luttons pour que les déclarations soient liées aux actes concrets sur terrain. Ça, c'est une avancée. Mais néanmoins, là où nous disons qu'il y a encore des avancées, c'est quoi? C'est que dans la part de l'éducation, du budget de l'éducation alloué à l'éducation de base, vous savez que, en principe, pour les années antérieures, jusqu'en 2018, le gouvernement avait promis d'aller jusqu'à 47%. Ça veut dire la part du budget national, du budget de l'éducation à allouer à l'enseignement de base. Mais à Dakar, lors des assises de Dakar, dans cette conférence, l'annonce qui a été faite, ça veut dire le gouvernement s'est engagé à porter de 47% à 54% la part du budget de l'éducation à allouer à l'enseignement de base. Ça aussi, c'est une avancée. Là où nous disons qu'il faut encore refaire les choses, revoir les choses, parce que nous pensons que pour nous, en tant que société civile, attribuer un budget pour un secteur donné, ce n'est pas l'affaire. Ça ne dépend pas de la taille globale du budget. Ça dépend d'un engagement politique ferme à prendre. Or, nous savons que notre pays a effectivement pris date avec la priorisation de l'éducation. Ça veut dire que l'éducation est une priorité nationale. Si donc c'est une priorité nationale, il faut se mettre à la hauteur de cette priorité-là. Et pour se mettre à la hauteur de cette priorité-là, il faut donner ce qu'il faut. Il faut mobiliser ce qu'il faut, le gérer de manière transparente, efficace pour que ça porte les effets. Et les effets, c'est quoi? Investir dans l'éducation n'est rien si l'enfant qui est dans la salle de classe, mis en situation de famille, de communauté, on lui dicte une phrase, ne sait pas écrire. Donc, l'impact de ce que l'on investit dans l'éducation doit se traduire dans le cahier de l'élève, dans le stylo de l'élève, dans la salle de classe, mais également, l'enfant n'apprend pas pour rester dans la salle de classe, pour utiliser ces connaissances-là au profit de sa communauté, au profit de sa famille, mais au profit de la nation tout entière. Et donc, c'est là que l'on devrait voir l'impact de ce que l'on investit. Et c'est là le retour de la manivelle. C'est qu'en ce qui concerne le PIB alloué à l'éducation, le gouvernement a fait un recul. Un recul. Parce que en 2014, le gouvernement avait pris l'engagement qu'en 2018, la part du PIB à allouer à l'éducation serait à 4,5%. Nous voyons que plutôt que d'aller comme pour la part du budget alloué à l'éducation et pour la part du budget de l'éducation alloué à l'éducation de base, plutôt que de progresser, le gouvernement a baisser ses ambitions. Ça nous inquiète en tant qu'acteurs de la société civile. Mais en même temps, c'est une interpellation. Vous savez,
dire que c'est 4,5%, nous disons bien, ce n'est pas un problème de conjoncture économique, c'est d'abord un problème de décision politique à prendre en fonction de la priorité. Et donc notre souci aujourd'hui, notre interpellation aujourd'hui, c'est que l'on revienne au bon sentiment. Vous savez, notre pays a eu de bonnes pratiques en matière de financement de l'éducation. Nous sommes vers les années 80, 81, 82. Vous savez, c'est pour ceux qui ne le savent pas, ce pays a connu une des meilleures pratiques en matière de financement de l'éducation. Nous avions en 1981 un budget de l'éducation de 25% du budget national. En 1982, c'était à 33% du budget national. Ça n'avait empêché aucun secteur de pouvoir fonctionner normalement. Et si nous faisons un recul, on a parlé ici du massacre que l'on constate en termes de qualité de l'éducation. Mais revenons un peu. Regardez les produits de l'éducation vers ces années-là, ou même vers les années 70, vers les années 80. C'est vrai que le pays commençait déjà à avoir des problèmes, mais il y a eu quand même dans ce pays des produits très performants, utilisés même jusqu'aujourd'hui ailleurs dans d'autres pays, parce que le pays avait mis suffisamment de moyens, le pays avait compris qu'il fallait faire de l'éducation. Et donc, nous, de l'éducation, une véritable priorité. Notre problème aujourd'hui, c'est de rentrer vers les bonnes pratiques, parce que le pays en a eu. Il y a Irène qui a une question pour vous. Bon, je voulais juste ajouter par rapport à ce que vous dites. Monsieur Jacques Timbalanga, on sait que vous êtes coordonnateur national de la Coalition nationale de l'éducation pour tous. Dites-nous concrètement, quelles sont les faiblesses constatées à ces jours par rapport à la mise en œuvre du développement durable 4. Les faiblesses. Je crois que concernant les faiblesses, nous ne serons pas encore prêts à tout mettre en œuvre aujourd'hui, à tout dire aujourd'hui, parce que déjà au niveau de la coalition, nous avons une équipe qui travaille sur notamment le suivi entre 2015 et 2018, disons 2017, quelles sont les avancées qu'il y a eu en termes de progrès dans la mise en œuvre de l'objectif de développement durable 4, dans ces 7 cibles, mais également de la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation pour quelques actions cibles que nous avons ciblées. Donc, d'ici à deux semaines, il y aura peut-être une publication par rapport à ça, mais notez. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que, 1, le pays a pris du temps à commencer à se lancer effectivement dans la mise en œuvre et de l'objectif de développement durable 4 et de notre propre stratégie. Le professeur l'a dit tout à l'heure, il y a eu un moment où il fallait d'abord aligner notre propre stratégie à l'objectif de développement durable 4. Ce temps-là, pour nous, c'est vrai qu'il y a des actions qui sont déjà en train d'être mises sur pied, sur terrain, en termes de mise en œuvre de la stratégie, mais ça empêche, avec des outils valables, de vérifier l'évolution des indicateurs. Et donc, c'est un travail que l'on doit faire, et nous pensons que nous, en tant que société civile, nous allons même exiger déjà qu'il y ait une revue. C'est déjà la 3e année dans la mise en œuvre et de l'objectif de développement durable 4 et de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Il est normal que 3 ans après, qu'on s'arrête pour se poser des questions. D'où venons-nous et où voulons-nous aller? Et comment rectifier ce qui est déjà en train d'être fait. La faiblesse que nous remarquons aujourd'hui, c'est essentiellement d'abord une faiblesse de financement de l'éducation. Pourquoi nous disons que c'est une faiblesse? Quand nous interrogeons le budget national aujourd'hui, quand vous interrogez la loi des finances, on vous a parlé de 19%, mais le 19% c'était la consommation de l'éducation pour 2017. Mais quand vous regardez, vous analysez le budget actuel de l'éducation, c'est 15,4 ou 5% de la part que l'on a réservée à l'éducation. Donc là, le pays a fait un recul. D'un côté, nous voulons avancer, mais les allocations budgétaires telles que lues dans la loi de finances ne permettent pas de dire que
nous voulons prendre la mesure des engagements que nous voulons. C'est justement une interpellation, un point d'alerte, un point de veille qu'il faut véritablement surveiller. Je le dis, en connaissance de cause, l'éducation, nous ne pouvons pas améliorer la qualité de l'éducation. Nous ne pouvons pas faire en sorte que tous les enfants reviennent à l'école pour ceux qui sont en dehors de l'école et que ceux qui sont à l'école achèvent leur cycle normalement, mais pas seulement achevés pour avoir un diplôme, mais qu'ils soient performants. Parce que l'éducation n'est rien si elle n'est pas de qualité. Oui, à ce sujet, nous allons écouter Jean-Paul a une question pour le professeur, justement. Il va nous aborder dans le sens... Vous avez émis beaucoup de questionnements. J'espère que le professeur va essayer d'aborder, de répondre à un certain nombre, mais principalement pour la question de Jean-Paul Moubiaï de Congo Web Télévision. Exactement, je m'adresse à l'assistant de l'État qui a bien pris sa pause. Ma question, on a parlé de l'objectif de développement durable 4, on a parlé de la stratégie sectorielle de l'éducation. Question prof, quel est l'état de lié à mi-parcours de la mise en œuvre de l'objectif de développement durable 4 et de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation en République démocratique du Congo? Écoutez, c'est vrai que la stratégie sectorielle de l'éducation et l'ODD 4, on peut penser que théoriquement, ils sont mis en œuvre depuis maintenant 3 ans, à peu près, presque 3 ans. Et donc 3 ans, c'est une bonne période pour nous, pour prendre assez de distance, assez de recul, pour voir ce qui s'est passé, ce qu'on a pu faire et ce qu'on n'a pas pu, pour qu'effectivement on améliore la poursuite donc, de la mise en œuvre. Au moment où nous parlons, il y a un travail qui est en train de se faire parce qu'une revue, un tel exercice demande beaucoup de temps, beaucoup de préparation. Parce qu'on a des indicateurs, on a des indicateurs qui ont été fixés au moment où on écrivait la stratégie, et même l'ODD 4 comporte des indicateurs. Ce sont des mesures, ce sont des données qui permettent de mesurer le progrès vers l'atteinte de tel ou tel résultat. Et donc maintenant, un travail est en train de se faire. Il faut des outils qu'on doit lancer à travers le pays. Il faut qu'on ait le retour des gens qui sont sur le terrain en train de travailler, tous les acteurs, qu'ils soient étatiques ou confessionnels ou de la société civile, tous les acteurs qui sont en train de travailler dans le domaine de l'éducation vont pouvoir nous dire, à travers les outils qu'on va leur envoyer, ils vont nous dire où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. C'est tout ça, quand on aura agrégé tout ça, qu'on pourrait maintenant voir, on fait les bilans, et donc voir ce qui a été fait et ce qui ne l'a pas été. Donc encore un peu de temps, et c'est ce que nous appelons la revue sectorielle. Donc on compte organiser d'ici la fin de l'année. Et donc voilà, donc c'est un travail qui est en préparation. Il y a M. Théodore Ngandou, il y a une question pour vous, professeur, oui, de Géopolis. Merci beaucoup, professeur. Vous avez suivi tout à l'heure M. Jacques Tchimbalanga qui s'est attardé sur le budget alloué à l'éducation. Qu'est-ce qui fait que le gouvernement peut-être ne parvient pas à atteindre ou bien à augmenter l'enveloppe du budget alloué à l'éducation? Parce qu'il a souligné tout à l'heure qu'il y a eu régression, au lieu qu'on puisse constater l'évolution des choses, mais par contre, on constate qu'il y a eu régression. Vous travaillez avec le gouvernement, vous êtes un expert aux côtés du gouvernement. De manière concrète, dites-nous, professeur, qu'est-ce qui peut être fait pour qu'en définitive, on puisse avoir un budget à la hauteur de l'éducation nationale? Bon, un budget à la hauteur, tout dépend de la santé économique d'un pays. Parce que les intentions peuvent être bonnes, mais la dure réalité est toujours là. Il faut que les pays soient en bonne santé économique. Il faut qu'il y ait des recettes, il faut qu'il y ait accroissement des ressources. C'est comme dans une famille. Vous avez un gâteau que vous devez partager entre les membres de la famille. S'il est petit, mais tout le monde aura une petite part. S'il est grand, la part de chacun sera d'autant. Donc ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la théorie. C'est ça. Est-ce que pour pouvoir financer l'éducation, il faut des moyens. Et ces moyens, pour avoir ces moyens, il faut qu'il y ait création de richesses dans les pays. Il faut qu'il y ait accroissement des ressources. Bon, maintenant, effectivement, nous avons une stratégie
de l'éducation, on a l'ODD 4, mais il faut indiquer que nous sommes dans une approche partenariale. C'est-à-dire que le gouvernement ne finance pas seul, il finance avec d'autres partenaires. Nous sommes dans une démarche partenariale parce que les objectifs mondiaux, s'il y a changement climatique, il ne va pas tous, les effets ne vont pas se limiter dans les frontières des pays, vont atteindre tout le monde. Si la paix du monde est déstabilisée, mais ce sont toutes les nations qui vont en pâtir. Donc, il y a également un effort. Bien sûr, les gouvernements, chaque État doit faire tout ce qu'il peut pour pouvoir financer son système éducatif, mais également, il doit compter également sur les fondations privées, sur les financements innovants, sur les partenaires extérieurs. C'est ainsi que la démarche qui a été adoptée pour pouvoir élaborer la stratégie dont je viens de parler, ça a été une démarche tout à fait partenariale. Le gouvernement ne l'a pas écrit seul. Il a écrit avec la société civile, avec les syndicalistes, avec les partenaires extérieurs, etc., pour que tout le monde prenne sa part de responsabilité. C'est pour cette raison que le partenariat mondial pour l'éducation et les autres partenaires, notamment l'UNESCO, etc., qui ont appuyé le gouvernement dans cet exercice, sont également partie prenante dans la mise en œuvre de la stratégie, à travers leurs appuis techniques ou à travers des financements. Donc, c'est ainsi que je disais encore il y a quelques temps, nous ne devons pas souffrir d'un complexe pour pouvoir réclamer à la communauté internationale sa part de responsabilité dans le financement de l'éducation. Et quand nous sommes allés à Dakar, les engagements qu'on a pris, là, il y avait qui? Il y avait bien sûr les États donateurs, il y avait également les fondations privées, il y avait les entreprises qui ont beaucoup d'argent, mais ils étaient là pour financer qui? Pour financer les pays en développement. Tout l'argent qu'on a mobilisé, toutes les déclarations de promesses de financement qu'on a pu enregistrer de la part des États donateurs et des fondations privées et des entreprises, on a totalisé une affaire de 2,3 milliards de dollars pour la période de 2018-2020. Cet argent va aller où? Va aider à financer les systèmes éducatifs dans les pays en développement. Donc en fait, les sources de financement, pour pouvoir mettre en œuvre notre stratégie et l'ODD 4, il y a bien sûr les ressources propres de l'État, mais il y a également d'autres sources de financement. Donc, les efforts doivent se poursuivre. Mon collègue de la société civile vient de l'indiquer, on vient de très loin. Avant 2010, la part de l'éducation dans le budget n'était que de 5,5. Aujourd'hui, on est aux environs de 20%, ce qui était un effort énorme à moins de 10 ans. Donc il faut poursuivre cet effort, il faut qu'on se mobilise tous, mais également, et là où mon collègue a également raison, c'est quand même le rôle du gouvernement de pouvoir mobiliser, même s'il faut mobiliser d'autres financements, mais c'est le rôle du gouvernement de pouvoir jouer ce rôle-là. Et je pense que c'est tout ce que je peux dire à ce stade en essayant de répondre à votre question. Oui, il y a Constantin Tamboy de Biwan qui a une question pour Monsieur Tchimbalanga. Pour Monsieur Tchimbalanga. Okay. Voilà, monsieur, ma question c'est par rapport à votre rôle, société civile. Vous êtes porteur d'un plaidoyer, des revendications des enseignants aussi, parce que vous avez des syndicats au sein de la CONEPT. Vous avez parlé également des associations des parents, c'est-à-dire vous jouez les rôles aussi des sentinelles. Mais dans tout ce que vous avez dit, nous comprenons qu'il faut de l'argent pour que l'éducation soit de qualité. Mais dites-nous, quel est l'accompagnement de la société civile que vous êtes, au lieu seulement de lancer... Est-ce que vous vous limitez seulement aux alertes, aux revendications, mais quel est votre accompagnement dans ce combat de réaliser cet objectif de développement durable? Quelle est la contribution de la société civile? Évidemment, la société civile, son rôle. Ce n'est pas seulement de dénoncer. Oui, mais c'est d'abord une sentinelle. Ça, c'est la société civile. Parce qu'en fait, la société civile n'est pas l'argentier. La société civile contribue énormément
à faire en sorte que le gouvernement soit éclairé par rapport aux choix politiques à faire en matière d'éducation, puisque nous parlons d'éducation. Comment nous contribuons à cela? C'est justement lorsque nous interrogeons les communautés, nous faisons parvenir les desiderata, les besoins, les cris des communautés à la base. Et c'est un rôle véritablement majeur, parce qu'en fait, si le gouvernement arrive à écrire la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation, évidemment avec tous les autres partenaires, on ne l'écrit pas dans un bureau climatisé, parce que sinon vous risquez de prendre quelque chose qui ne sera pas en adéquation avec les besoins des communautés. Et c'est le rôle de la société civile de dire voici les vrais besoins. Par exemple, aujourd'hui, les vrais besoins des citoyens à la base, de tous les enfants, leur besoin, c'est d'aller à l'école et de terminer, effectivement, sans qu'ils n'interrompent. D'où la question de la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire, tel que le dit justement l'objectif de développement durable 4. Et donc, ce sont des besoins qui ont été exprimés et qui sont transformés en objectifs politiques, en plan, en programme d'action du gouvernement. Et ça, c'est le rôle de la société civile. Mais le rôle de la société civile aussi, quand nous disons accompagner, c'est justement venir auprès du gouvernement pour dire effectivement que voilà, ça, ce programme qui a été fait, savamment monté, ça ne marche pas là-bas parce que ça ne produit pas les effets qu'il faut. C'est ça son rôle. Donc, dans la société, chacun a son rôle. Le rôle de l'État, c'est justement de protéger le droit à l'éducation. C'est le premier à protéger le droit à l'éducation. Les restes viennent. Et si l'état des difficultés, vous dites aussi à la base que l'état des difficultés ne peut pas faire ça. Oui, c'est justement ça aussi. Mais c'est ce que nous faisons. Si vous permettez, je pense qu'il a très bien parlé, mais je pense que le rôle également de la société civile, c'est... Bon, la société civile est un peu, si vous voulez, on les met un peu plus ou moins en opposition avec le politique, parce qu'on suppose que la société civile n'a pas de position partisane à prendre, et que la société civile est là pour dire les choses telles qu'elles devraient être. C'est par souci, je pense que la société civile a ce crédit d'objectivité, a ce crédit de vérité. Et donc je pense qu'en ce moment-là, effectivement, la société civile doit dire la vérité qui peut plaire. Qui peut plaire n'en déplaise au pouvoir ou même n'en déplaise aux communautés. Donc, parce que dans ces combats pour la transformation de notre système éducatif, il faut que chaque partenaire prenne sa part de responsabilité. Le gouvernement a sa part de responsabilité, les communautés ont également leur part de responsabilité, les parents également ont leur part de responsabilité. Il faut que tout ça soit compris de cette façon. Alors, Irène a une question pour le professeur. Nous allons conclure par Benoît, qui est le président du réseau. Et parce que là, nous allons vraiment, on me fait signe que le temps n'est pas notre ami. Mais il y avait encore beaucoup de choses à dire. Voilà. Professeur, on sait tout ce que vous parlez ici au nom du gouvernement. Dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à réaliser l'objectif de développement durable 4 d'ici 2030? Il faut peut-être rectifier. Je n'ai pas les formes du gouvernement. Je suis un expert qui appuie. Donc je parle pas au nom. Voilà. Techniquement. Donc je n'ai pas. Vous êtes la partie technique du gouvernement. Voilà. Je ne suis pas ministre. Je ne suis pas député. Parce qu'ici on a la société civile et puis on a le gouvernement. Voilà, à travers son expert. Oui, à travers son expert. Bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver Il refuse de porter ce chapeau. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à réaliser l'objectif de développement durable 4 d'ici 2030? Il y a bien sûr la question des financements. Il faut accroître, il faut mobiliser les ressources, mais il faut également des mesures institutionnelles. Parce qu'on peut avoir l'argent, mais il faut savoir comment gérer cet argent. Donc, il faut donc chercher les financements. Il faut savoir avec exactitude quels seront les points d'application de ce financement pour qu'effectivement notre système éducatif se mette en mouvement pour atteindre les objectifs. Donc il y a un travail de réflexion et la réflexion a déjà été faite parce que la stratégie qui a été adoptée par le gouvernement identifie clairement les orientations, définit clairement les orientations
et identifie clairement les réformes qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir arriver aux objectifs. Alors Benoît Moudiaï, une dernière, parce que là nous sommes vraiment à la fin. Oui, monsieur le coordonnateur de la CONET, c'est comme par coïncidence, cette émission se déroule au moment où il y a célébration de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation, CMEA. Et c'est vrai que la société civile doit avoir un message pour nous aujourd'hui de découvrir. Et même l'expert du gouvernement, s'il a un message, bien, dans le cadre de la célébration de cette semaine, bien sûr, la Semaine mondiale. Bien, en fait, par rapport à la Semaine mondiale d'action en faveur de l'éducation, comme vous le savez, c'est un haut moment de plaidoyer à travers le monde, justement, pour essayer de faire en sorte que chacun, surtout les États, se rappelle des engagements qu'ils ont pris et les mettre en œuvre. Et la thématique principale, là, c'est la responsabilité envers l'ODD 4 et le rôle justement et la participation citoyenne. Comment les citoyens peuvent participer? On l'a dit, la réussite de la mise en œuvre de l'objectif de développement durable 4, ce n'est pas que l'affaire de l'État. Parce que déjà, même le montage n'était pas seulement l'affaire des États. La société civile a participé, les États ont participé, les entreprises ont participé, les enseignants ont participé. C'est en fait tout le monde. C'est un engagement mondial, un engagement qui concerne tout le monde. Donc chacun devrait jouer son rôle. Mais l'État a le premier rôle. L'État, c'est le chef de file. Pour la réussite dans la mise en œuvre, l'État doit d'abord, le gouvernement congolais doit se revêtir de son rôle de leadership dans la mise en œuvre. Se revêtir de son rôle de leadership, c'est aussi se rappeler que nous ne pouvons pas atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés nous-mêmes d'ici à 2025 avec la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation et d'ici à 2030 avec l'objectif de développement durable 4 si nous ne mobilisons pas suffisamment de moyens pour l'éducation. C'est clair que le pays ne pourrait pas avoir un système éducatif performant si nous ne mobilisons pas suffisamment. Mobiliser, c'est une chose, mais aussi, quand on a mobilisé, ou même déjà ce que l'on a, si nous n'utilisons pas ce que nous avons de manière transparente, efficace, pour que l'efficience soit là, donc ça pose le problème de gouvernance, c'est que nous n'allons pas atteindre ces objectifs-là. L'autre message que l'on a, c'est aussi en direction de tous les citoyens membres de la communauté nationale, les Congolais de manière générale. C'est que nous devons, pour s'assurer que demain, ces objectifs, ces cibles seront mises en œuvre par le gouvernement, nous devons rester alertes. Alerte, ça veut dire nous en approprier nous-mêmes d'abord. Parce que nous ne pouvons pas exiger, nous ne pouvons pas demander que la qualité de notre éducation soit améliorée si nous ne connaissons pas nous-mêmes déjà quelles sont les lignes directrices, quelles sont les politiques qui sont mises en œuvre et qui reflètent nos besoins à la base. Donc nous devons nous approprier cette affaire-là. L'objectif de développement durable 4, les objectifs de développement durable, de manière générale, ne doivent pas rester l'affaire des étatiques, des institutionnels. Ça doit devenir l'affaire de tous. C'est justement pourquoi, et vous l'avez constaté depuis la semaine passée, la Coalition nationale pour l'éducation pour tous a lancé à travers la ville ce que nous avons appelé les ciné-débats sur l'objectif de développement durable 4. Nous allons continuer comme ça pour justement sensibiliser la population, que la population prenne cela à charge. Parce que nous pensons que si les citoyens arrivent à un niveau très élevé de connaissance et d'appropriation, ils vont exiger davantage que cela soit appliqué et que leur sort en matière d'éducation soit également amélioré. Nous allons terminer cette émission avec un mot du professeur Valère, l'expert technicien du gouvernement en matière d'éducation. Placez votre mot, puisque nous allons terminer cette émission sur les objectifs ODD 4, les objectifs de développement durable 4. Mais mon mot est simple. J'aime souvent reprendre cette belle phrase du président Macky Sall,
qui a dit lors de la conférence de Dakar que si nous perdons la bataille de l'éducation, nous pouvons être sûrs que nous avons perdu toutes les autres batailles. L'éducation, c'est le pilier. Nous avons un pays de 2 342 000 km², une population de 80 millions d'habitants. Pour faire bouger ce pays, pour qu'il avance, il faut que nous ayons atteint une masse critique d'ouvriers, de techniciens, de médecins, d'ingénieurs bien formés. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. J'ai toujours donné l'exemple d'une voiture, d'un véhicule qui est resté immobilisé pendant longtemps. Pour que ce véhicule puisse démarrer, il faut le pousser. Si vous êtes à deux, ça ne va pas. Il faut encore ajouter une deuxième personne, parfois une troisième, parfois une quatrième personne. Et c'est ça que j'appelle la quantité critique, la quantité critique d'hommes et de femmes bien formés. Nous n'avons pas encore atteint ça. Notre pays sera difficile à bouger. Et nous n'allons pas occuper de manière utile cet espace de 2 millions, presque 2,5 millions de kilomètres carrés. Donc, l'éducation, c'est vraiment le pilier. Ça doit être la priorité des priorités. Tous les pays qui se sont développés, que ce soit la Corée du Sud qui était, lorsque ce pays a accédé à l'indépendance, ce pays avait le même niveau que la Corée du Sud, mais la Corée du Sud a investi pendant des décennies près de 40% chaque année de son budget national. La Tunisie a fait pareil. Donc nous sommes encore loin des comptes. Nous ne pouvons pas nous décourager, ce n'est pas une fatalité. Il faut qu'on se mobilise. Et je pense que nous arriverons, mais l'essentiel, c'est que tout le monde en prenne conscience. Prenons conscience de notre situation. Certains pays africains, ils sont en train de travailler, ils se mobilisent. Nous ne sommes pas les derniers. On n'est pas là en queue du peloton. Nous sommes au milieu. Parfois, nous faisons un peu trop d'autoflagellation. Nous ne voyons pas toujours des avancées, parce qu'il y a des jeunes Congolais, quand il y a des jeunes Congolais qui vont à l'étranger, qui sont bien appréciés, qui vont en Afrique du Sud, qui sont bien appréciés, mais c'est un problème encore, on n'a pas encore atteint la masse critique d'hommes et de femmes bien formés. Mais on est dans la bonne direction, il faut poursuivre. Merci. Vous tous, vous terminez sur un dénominateur commun. L'éducation, c'est une affaire de tous. Ainsi, le président de la République a fait de l'éducation sa priorité. Et j'espère que nous allons y arriver. Mais avant de terminer cette émission, nous allons suivre ces spots sur les objectifs, les cibles des objectifs de développement durable. À l'issue de l'évaluation des OMD en 2015, la communauté internationale s'est engagée autour des 17 nouveaux objectifs de développement durable ODD à l'horizon 2030. Le 4e ODD 4 dédié à l'éducation vise à assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. L'ODD 4 a cette cible à savoir: cible 1. Donner la même chance aux garçons tout comme aux filles pour un cycle complet d'enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité. Cible 2. Faciliter aux filles tout comme aux garçons l'accès à des activités de développement et des soins de petite enfance ainsi qu'à une éducation préscolaire de qualité. Cible 3. Garantir l'équité à un enseignement technique, professionnel et tertiaire de qualité et d'un coût abordable aux femmes autant qu'aux hommes. Cible 4. Augmenter nettement le nombre de jeunes et d'adultes aux compétences techniques et professionnelles nécessaires à l'emploi. Cible 5. Assurer l'égalité d'accès à tous les niveaux de l'éducation pour les personnes vulnérables, y compris les personnes vivant avec handicap. Cible 6. Faire en sorte qu'une grande majorité de la population sache lire, écrire et compter. Cible 7. Faire en sorte que tous les élèves acquièrent des connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable. Décideurs, élus, partenaires techniques et financiers et acteurs de la société civile. 2030, c'est maintenant. Le financement de la traduction et de la mise en œuvre des engagements de l'ODD 4 exige des financements soutenus et une utilisation plus efficace. Le gouvernement doit donc accorder au moins 25% de la part du budget national à l'éducation. Ceci est un message de la Connect RDC en partenariat avec les réseaux des professionnels des médias pour l'éducation pour tous REPROMET avec l'appui de l'UNESCO, la campagne mondiale de l'éducation et ANCEFA.
Voilà, c'est la fin de cette émission, amis téléspectateurs. Jacques Tchimbalanga, coordonnateur de la CONEPT, merci. Merci à vous surtout. Professeur Valère, expert du gouvernement, technicien du gouvernement en matière de l'éducation, merci d'être venu. Irène Makindou, journaliste, merci d'être venu. Merci beaucoup. Vous serez le dernier, parce que c'est vous qui nous amenez ici. Constantin Tamboué, merci d'être venu. Merci beaucoup. En tout cas, Jean-Paul, on vous remercie. Merci. Théodore, notre grand merci. Et Benoît Moudaï, merci. Chantal qui nous fait des coucous. Merci, amis et téléspectateurs. À bientôt. Merci. Ok.